Jérôme Pilette, récit de voyage, récit numéro 2, deux Tony, une voiture rouge. NYC, New York, USA. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un classique, mais c'est assez commun pour le jeune Québécois moyen de faire un road trip à New York City avec sa première voiture. Après tout, c'est le centre du monde moderne et ce n'est qu'à 8 heures de route de Montréal. Dans mon cas, ce fut avec ma quatrième voiture, une Saturn SC2 1992, que je décidai de me rendre à NYC. Et j'ai toujours été un peu lent à atteindre les étapes importantes de la vie. Un mot d'abord sur les Saturnes. Cette sous-marque de GMC était reconnue pour ses panneaux de polymère qui ne rouillaient jamais. Il faut toutefois savoir que le toit, le capot, la valise, eux, étaient en métal normal et rouillaient bel et bien. On aurait presque dit qu'ils rouillaient avec davantage de plaisir pour vous souligner le fait que le commercial ne mentionnait que des panneaux. Quelque chose d'autre qu'il faut savoir des Saturnes est que si leur frame était construit en Amérique, leur mécanique, elle, venait d'Allemagne. Ça peut paraître charmant et exotique à première vue, mais sachez que c'est une belle plaie de constamment avoir à changer d'un set d'outils impérial à un set métrique quand vient le temps de faire une réparation. Et quand votre voiture atteint un certain âge et qu'il vous faut traîner ces outils partout, juste au cas où, ben c'est le double de douille et le double de clés qu'il vous faut traîner. La SC2 était un modèle qu'on pourrait qualifier de sport. Mes amis et moi avions nommé cette voiture, qui était d'une couleur vert forêt un peu métallique, la boîte de Pandore. Ce charmant pseudonyme lui venait de la boîte électrique du moteur qui avait des ratés un peu n'importe quand et qui causait toutes sortes de problèmes. Avait précédé la boîte de Pandore, Little Fighter, une Subaru GL10 Turbo 1986, léguée par Tante S et nommée après une chanson de hard rock du groupe Death by Stereo. Durée de vie 4 mois, morte d'une déshydratation de la transmission. La Death Star, un Chevrolet Célébrité Station Wagon 1989 payé 600 $ canadiens. Achetée d'un fermier, elle venait avec quelques plumes de poulet, quelques œufs cassés dont les jaunes avaient séché sur le tapis et une certaine odeur d'urine qui a mis un certain temps à s'aérer. Son nom lui vint du son de TIE Fighter que produisait pendant un certain temps une de ses roues frottant dans l'aile après qu'un support de la coque se soit brisé. Durée de vie 1 an, morte de... je me souviens plus trop quoi. Mais quand une de mes voitures mourait, c'est que la réparation était plus coûteuse que le prix que je l'avais payé. La pépite de rouille, une Toyota Tercel hatchback léguée par Oncle C est nommée d'après l'amalgame de sa couleur or et de l'oxydation. Durée de vie 4 mois. Morte d'une tête de moteur fendue suite à un manque d'huile causé par une fuite du gasket. Et il faut admettre que cette mort aurait sans doute pu être évitée. J'ai toujours été très lent aussi à prendre des bonnes habitudes comme vérifier le niveau d'huile régulièrement. Avec la boîte de Pandore qui était en ma possession depuis quelques mois, j'en étais donc à une 4e voiture en un peu plus de 2 ans. 4 ateliers de mécanique en continu dont les programmes avaient été établis aléatoirement au fil des problèmes de ces différentes voitures et le plan des cours patiemment improvisé par mon mentor, Grandpa. Mécanique 101. Changement de ligne de break, réparation de chaufferette, colmatage de muffler avec une boîte de soupe en conserve et changement du moteur d'essuie-glace sur le Little Fighter. Local, parking du grand-père. Changement de pompe à essence, changement de ligne à break, changement d'alternateur, poté sur l'ensemble de la carrosserie, remplacement du bumper et des phares avant, solidification de la coque, changement de la pompe à huile et plusieurs autres tâches sur la Death Star. Locaux, parking du grand-père, garage des parents et en pleine rue. Changement d'alternateur, remplacement des plaquettes de frein, poté sur les ailes, sur la pépite de rouille, local, parking du grand-père. Frappé. Le 23 décembre précédant mon escapade à New York, je rentrais tranquillement d'une soirée avec mon ami Gigi à bord de la boîte de Pandore. Nous roulions tranquillement sur la rue Saint-Louis à Terrebonne vers les 3 ou 4 heures du matin. Mon ami, qui fumait, appuya sur l'allume-cigare de la voiture que je n'utilisais autrement jamais. L'opération causa un court-circuit qui, je sais pas trop comment, fit brûler le fusible des phares. Comme la rue était bien éclairée et nos têtes un peu enfumées, nous ne nous en rendîmes pas compte immédiatement. Quelques instants plus tard, nous croisâmes une voiture de police. Et évidemment, on nous intercepta. Après être venu me parler à la fenêtre, l'agent qui était venu me faire le bonsoir d'usage s'en retourna retrouver son collègue dans le véhicule de patrouille. Ils y restèrent plus longtemps qu'à la normale. C'était loin d'être la première fois qu'on interceptait mon véhicule pour une raison ou pour une autre.
De mon rétroviseur, je pouvais les voir rire. Pas comme riant d'une anecdote, rire comme des garnements qui préparent un sale coup. L'agent revint finalement à ma fenêtre, me remettant un papier pour ce qu'il appela une petite inspection normale. Le joli cadeau de Noël empoisonné de ces deux agents de la plaie s'avéra être une inspection complète. Selon cette inspection, je devais procéder à maintes réparations, incluant le remplacement d'un ball joint, le renforcement d'une faille dans le châssis, la réparation et l'ajustement des phares amovibles, la réparation des freins et quelques autres détails, sans compter qu'il m'a fallu payer au-dessus de 150 $ de frais pour me faire apprendre que je devais remplacer tout ça en 1 mois sous peine de devoir mettre mon véhicule au rancor. Durant cette inspection, bien sûr, on vous apprend que ce qui a trait à la sécurité directe et qui intéresse la réglementation de la SAC, Société de l'assurance automobile du Québec. Votre moteur pourrait être à 1 km de fendre en deux, votre différentiel à 3 minutes de tomber dans la rue, on ne vous en avisera pas. Sur un vieux rafio comme la boîte, toutes ces réparations coûteuses en argent, en temps, en effort, pourraient bien s'avérer complètement inutiles après moins d'une semaine. Grandpa et moi nous mîmes à la tâche, en ce glacial hiver, de rendre la boîte de Pandore conforme pour la vérification. Ce fut plutôt lui que moi, pour être honnête. J'étais découragé, démotivé, enragé contre ces petits cons de policiers fraîchement sortis de l'école et qui se croyaient tout permis, que j'avais vu rire dans leur voiture en préparant leur coup. Mon grand-père, lui, n'abandonnait jamais. Peut-être avait-il toujours un peu de ressentiment contre l'inspection pour lui avoir condamné autant de camions. Moi, j'aurais voulu mettre ma voiture au rancor et me réfugier dans ma chambre pour le reste de l'hiver. Ce fut ardu. Les réparations auraient déjà été complexes en temps normal, mais couché sur un carton pour pas avoir le dos contre la glace, à des températures oscillant entre les -20 à -35 degrés Celsius, sans compter le vent et l'humidité, les outils de métal vous gelant des doigts déjà engourdis par le froid et maladroits de 2 ou 3 paires de gants superposés, c'étaient des conditions d'enfer glacé. Entre Noël et le jour de l'an, nous passâmes bien 4 ou 5 après-midi dehors à réparer ma voiture. Ce fut l'une des dernières fois que je vis mon grand-père soudé. De tous les arts qu'il m'ait appris et de tous les outils qu'il m'ait montré à manier, c'est le seul qu'il ne m'ait pas enseigné. Une fois les travaux complétés, la boîte de Pandore passa son examen avec brio. Quand je me rendis au poste de police pour présenter les papiers, je fus accueilli d'un « Wow, t'es pas chanceux, on donne presque plus jamais ça des inspections », qui me confirma ce que jusqu'alors je n'avais que ressenti au sujet de ces deux agents. En route. Fin février, début mars, en proie à une autre dépression hivernale, je décidai de partir à New York City dans la boîte. Je n'avais pas d'emploi, sauf celui d'éclairagiste, à temps partiel depuis plusieurs années. Je devais réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie, et les lieux qui m'étaient connus me semblaient trop imprégnés de ma propre dépression pour qu'il en sorte quoi que ce soit de valable. Je partis donc à la fin d'un après-midi gris, avec quelques vêtements, un peu de papier pour écrire, et mon indispensable coffre à outils. À quelques kilomètres des douanes de la Colle, environ 1 heure au sud de Montréal, un bruit inquiétant se fit entendre à l'arrière de ma voiture. Je constatai dans mon rétroviseur qu'une fumée blanchâtre s'échappait d'une des roues arrière. Quoi encore? Je pris la sortie suivante, vers Saint-Édouard, si je me souviens bien. Il était environ 16h30 et tout semblait déjà fermé dans le village. Je cherchais un parking où me poser. Je trouvai un supermarché. Je constatai les dégâts. La vis qui tenait la plaquette de frein en place à l'intérieur du drum s'était pliée par un sortilège quelconque et frottait contre le disque. J'avais 2 options. Rouler avec un frein en moins, ce qui produirait un résultat sur le niveau d'huile dans les lignes qui m'était inconnu et potentiellement dangereux, ou bien couper le boulon à une longueur où son filage n'était pas abîmé. Retourner à la maison après seulement 1 heure de route n'était pas une option envisageable. Par chance, à l'arrière de l'épicerie était un petit atelier. Il y avait là un étau et plusieurs outils, dont une scie à faire. Ce fut laborieux de couper ce boulon d'acier inoxydable, mais j'y parvins finalement, suant sous l'effort. Quand je ressortis dehors, il faisait nuit. Une lampe de poche dans la bouche, ou dans la gueule, comme on dit en bon québécois, le boulon dans une main, un ressort et le tarot dans l'autre, je dus m'y prendre à 10 ou 12 reprises afin de remettre en place le boulon, maintenant beaucoup trop court pour la pression qui mettait le ressort. Les mains gelées par le froid, j'échappais une pièce ou l'autre à tout moment. Ce fut sans aucun doute la réparation en solo la plus difficile de ma carrière de mécanicien amateur et elle demeure le standard de difficulté chaque fois que survient aujourd'hui un problème sur mon vélo.
Douane. Je me dirigeais vers les douanes, les mains noires de graisse et de la suie du boulon ayant frotté contre l'intérieur de la roue. Ce fut la première fois de ce qui devait pour moi devenir un classique. On fouilla mon véhicule et mes bagages de fond en comble. On me questionna aussi sur mes mains crasseuses et sur la nature du problème mécanique. Le douanier, strict jusqu'alors, trouva un papier dans mes affaires et me demanda de lui traduire ce qui était écrit. « That's a list of things I need to figure out with my life. »« Ah, some kind of soul searching », fit-il, passant de soldat à humain. Il devint plus aimable après ça et alla même jusqu'à me souhaiter de trouver ce que je cherchais. Je roulais jusque tard dans la nuit. Le froid était toujours poignant dans le nord de l'État de New York. Je m'arrêtai dans un motel miteux d'Albany. Je pleurais. Pas ma solitude, plutôt mon désespoir de ne pas comprendre pourquoi j'étais toujours si malheureux, de n'avoir jamais su, lors de mes dépressions, quel ennemi m'avait mis par terre, quel ennemi je devais combattre. New York, New York. En route vers NYC, je fis connaissance avec les Easy Pass. Voyant les affiches et les différentes voies vers le poste de payage, je ne compris pas trop ce que Easy Pass était censé vouloir dire. Je me pointai dans l'une de ces files, attendis que quelque chose se passe, puis après quelques coups de klaxon impatients derrière moi, je passai mon chemin sans payer. Je compris plus tard que le Easy Pass était une sorte de carte ou de puce collée à l'intérieur du pare-brise et qui permettait de passer les péages d'un simple scan. Rouler sans autre but que d'arriver me fit un peu de bien. Le soleil se montra enfin. Je passai les 2 ou 3 heures de trajet restantes à écouter ma musique, sans penser. Si le piratage est certes une mauvaise chose pour les artistes, il m'a toutefois permis d'élargir mes connaissances musicales au-delà de ce que la gêne et l'anxiété sociale m'auraient jamais permis de faire. Avant l'arrivée de l'Internet à la maison, je me contentais d'aimer un peu de ce qui passait à la radio, et trop timide pour fredonner au vendeur du magasin de disques une chanson que j'avais entendue, j'achetais au hasard un album de l'artiste dont j'avais cru comprendre le nom, mais duquel mon anglais limité ne m'avait pas permis de comprendre le titre, et encore moins de mettre à l'écrit ce que j'avais ouï, prononcé par un radio-jockey qui mettait plus d'accent sur son style de voix caverneux que sur une prononciation audible. C'est ainsi que vers mes 13 ou 14 ans, je me retrouvais avec 2 ou 3 albums de Green Day, avant de tomber sur When I Come Around, et 3 ou 4 albums des Smashing Pumpkins, avant de rencontrer Tonight et 1979. Ces découvertes fortuites n'étaient pas de mauvais choix, mais plus tard, je me fis rouler avec mains achats de cette ère durant laquelle les maisons de disques produisaient sans scrupule des albums à 25$ qui ne comprenaient qu'une ou deux bonnes chansons sur 15 ou 20 titres. Sans la piraterie, ma culture musicale serait très limitée malgré le fait que je vienne d'une famille de musiciens. La piraterie m'a permis les essais et erreurs par centaines, là où la radio commerciale m'aurait dicté des possibilités très étroites jusqu'à l'ignominie que représente aujourd'hui le reggaeton commercial. Ce mea culpa étant fait, vous comprendrez que si vous piratez ce livre électronique, je vous en tiendrai bien sûr pas rigueur. Arriver à New York City via l'Interstate 87 n'a rien à voir avec les images de films. On entre par un Bronx plat, industriel, habillé de gris et de brun, dont on ne peut presque rien voir étant donné la situation de l'autoroute en contre-plongée de l'arrondissement. On est loin des gratte-ciels de Manhattan ou d'une vue sur la Statue de la Liberté. L'autoroute se termine dans Harlem et de là commencent les nombreux péages et le pare-choc à pare-choc. La boîte de Pandore n'apprécia pas ce changement de rythme et se mit à tousser, émettant un peu de fumée noire, le moteur tombant au repos ou s'étouffant. Je me posai près du pont de Queensboro pour aller manger une pointe de la fameuse pizza new-yorkaise, pisser un brin et prendre quelques photos. J'avais un bon appareil que mes parents m'avaient offert en cadeau l'année précédente. Je photographiais en noir et blanc. J'aimais beaucoup le contraste que captait cet appareil. Gargouilles, ados jouant au basket, façades, graffitis, parcs, tout me semblait nouveau. Beau, d'une usure et d'une dureté poétique. Je ne me doutais pas alors que les façades écaillées, la rouille, les rues un peu glauques qui suivraient dans ma vie seraient occasionnellement condamnées à me rappeler celle de mon premier voyage, comme si New York avait inventé l'usure pour le reste du monde. En marchant dans la rue, un type qui me demanda une cigarette reconnut mon accent pour celui d'un Québécois. Il avait vécu quelques années à Saint-Hubert. Maintenant, il faisait de la livraison à vélo à New York. Un instant, j'ai pensé lui offrir de le conduire aux alentours pour son travail en échange d'un endroit où passer la nuit, mais mes problèmes d'anxiété sociale me permettaient rarement de poser une question à laquelle on pourrait répondre non.
Je me répondais non pour les autres et m'évitais ainsi de demander quoi que ce soit. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait sur le chemin. Une voiture rouge. Quittant le Queens, je me dirigeais vers le Lower Manhattan. Là, c'est comme dans les films. Manhattan à lui seul doit faire 10 fois le centre-ville de Montréal. Les gratte-ciels immenses, les vieux buildings, la petite église minuscule flanquée de géants. La seule tâche de trouver un parking dans ce coin, qui subissait alors de grands travaux de construction, fut un véritable casse-tête. Je finis par réussir à me poser, puis aller marcher un peu sur Broadway, un peu dans le Battery Park, essayant de voir au loin la Statue de la Liberté après avoir demandé le prix d'un ferry trop cher. Je mangeais un exotique hot dog de rue. Ce type de stand n'était pas permis à Montréal à l'époque et ne l'est toujours pas d'ailleurs. Les food trucks montréalais sont bien beaux, mais sont pas mal huppés comparativement à ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Ce hot dog fut bien dégueulasse, mais comme la pizza, c'est un passage obligé lorsqu'on visite NYC. J'étais un jeune homme de 24 ou 25 ans et je sortais pour la première fois du pays, était frappé pour la première fois par une autre culture, un autre rythme que ceux de Montréal et du Québec. Même si la culture et la société canadienne sont fortement teintées de la culture américaine, c'était d'un autre niveau. C'était bon. Je regrettais de ne pas avoir été dans ces programmes scolaires des cours d'anglais qui vous amènent visiter Boston, New York ou Washington. Mais ces programmes-là se payaient en vous faisant vendre des chaussettes ou du chocolat. Et vendre, pour moi, était synonyme de déranger, importuner, voire harceler. Après quelques heures passées à visiter, il commençait à être temps de se mettre à la recherche d'un endroit où dormir. Je retournai à ma voiture, heureux de la retrouver sans contravention malgré le parcomètre qui dénonçait mon temps expiré. Je remontai dans Manhattan. C'est sans doute le pire endroit sur Terre pour quelqu'un qui cherche un motel économique, mais qu'en savais-je en ce premier voyage? Épuisé de ma journée, le soleil glissant tranquillement vers la nuit, je scrutais les façades sur la 10e avenue et ses rues transversales, montant vers le nord, tentant de repérer l'affiche d'un hôtel. Soudain, bang! Un taxi happe le devant de mon véhicule de plein fouet. Ma tête cogne contre le cadre, les deux voitures continuent de glisser un peu plus loin au centre de l'intersection, puis s'arrêtent presque côte à côte. En une seconde, je regarde de tous les côtés, me demande si je vais me faire frapper par d'autres véhicules et mourir dans un carambolage, mais chanceux, rien de plus. Une folle du nom de Maria Puma sort de son taxi et commence à me haranguer. Je venais pourtant de regarder et mon feu était vert. Il avait dû passer au rouge pendant que je regardais une affiche sur le côté. Je ne devais pas rouler à plus de 20 km/h. La chauffeuse de taxi, elle, anticipant le changement de feu dans sa direction, n'avait jamais ralenti, avait probablement même dû accélérer pour me frapper à cette vitesse, alors que sa lumière venait de passer au vert, ce qui devait être à peine une seconde avant qu'elle me frappe. Je lui dis de se calmer, que nous ferions mieux de pousser les véhicules plus loin, le long de l'avenue, plutôt que de rester en plein milieu de cette intersection hyper achalandée. Les policiers sont arrivés ce qui m'a semblé être un siècle plus tard, prenant les dépositions et les coordonnées de Madame Puma et les miennes. J'ai pris tout le blâme, afin que cette histoire en finisse. J'aurais sans doute pu plaider ma cause, mais je n'en avais plus la force. Tout ce que je voulais, c'est que cette situation prenne fin, trouver un lit où pleurer la nuit, espérant me réveiller dans un endroit plus connu de ma dépression. Et durant tout ce quiproquo, j'avais une envie de pisser grandissante. Je suis allé dans un bar au coin de la rue et utilisé les toilettes. La barmaid m'a demandé d'où je venais. Elle était jolie, semblait sympathique, s'intéressait à moi. Mais quel moment pour aller draguer! Peut-être est-ce vrai que trouver l'amour à New York est très difficile. Si difficile qu'elle aurait été prête à donner un rendez-vous à un pauvre inconnu qui venait d'avoir un accident. Peut-être est-ce aussi un autre scénario farfelu que je me suis fait d'après un simple regard et quelques phrases. Après un coup comme ça, j'aurais bien bu une bière, ou 10, mais le fait est que j'étais inquiet pour ma voiture et mes affaires. Quand je suis ressorti, les policiers avaient disparu et la chauffeuse de taxi aussi. Seul restait Tony, un passant qui était venu s'enquérir de ma situation. J'aperçus une voiture de police à l'intersection suivante, en train de répondre à un autre appel. Je me dis que dans un endroit comme New York, ça devait être normal pour les policiers de régler 2 ou 3 cas à la fois. C'étaient bien les mêmes. Ils revinrent après un certain temps pour finaliser le rapport et m'informer qu'une remorqueuse était en route. Pendant ce temps, Tony m'avait dit que je ferais mieux de sortir mes objets de valeur de la voiture, car à la fourrière, on risquait de me les voler. Je pris ma caméra, l'argent que j'avais et quelques autres trucs et les divisai entre un sac à dos et un sac à bandoulière. Tony se fit insistant sur le fait que je devrais prendre mon radio.
Ce vieux truc devait valoir moins de 20$, mais rouler sans musique est pénible, alors je suivis son conseil. Tony m'avait dit que je pourrais passer la nuit dans une église où il connaissait des gens. Je lui passai mon sac à dos, prétendant retourner dans le bar. Je restai dans le portique quelques secondes pour vérifier sa fiabilité à travers la vitre teintée de la porte. Il resta près de ma voiture, m'attendant. La remorqueuse arriva, amarra la boîte de Pandore. Tony monta dans le véhicule avec moi. Le conducteur du towing s'appelait lui aussi Tony. Il avait un accent italien new-yorkais absolument identique à celui des personnages de films de Scorsese. Il emmenait ma voiture dans Queens. À New York, chaque compagnie de remorque attend son tour. Si c'est le tour de celle qui est à l'autre bout de la ville, tant pis pour vous. Mes souvenirs sont un peu flous, mais il me semble que Tony le Towing m'a dit habiter en face de la fourrière et que je pourrais dormir chez lui. Honnêtement, je ne sais plus si j'ai inventé ça pour me rendre encore plus misérable la nuit qui a suivi. J'avais déjà dit à Tony le Passant que j'irais avec lui à son église. Tony le Towing nous laissa près d'une station de métro souterraine. Je filai de l'argent à Tony le Passant qui acheta nos passages. Nous nous assîmes face à face. J'étais épuisé, vaincu par la fatigue, la dépression, les événements. Tony parla à une dame. Elle n'avait pas vraiment l'air de vouloir se rappeler le connaître. Tony fuyait maintenant mon regard, fermait les yeux, paraissait en proie à une lutte intérieure. Il portait toujours mon sac à dos qui contenait mon appareil photo et la radio de la voiture. Il sortit mon appareil et prit une photo de moi pour s'échapper de la dynamique des regards silencieux. À ce moment-là, je savais déjà qu'il allait me voler. Le dégoût de soi sur son visage ne pouvait pas être plus explicite. Je crois que c'est pour ça que j'ai aussi pris une photo de lui, pour qu'il voie de quoi il avait l'air s'il regardait un jour les clichés après m'avoir volé, avant de panner mon appareil. Quand il me passa l'appareil, je remarquai qu'il avait un tatouage délavé au coin de l'index et du pouce. Une sorte de croix à double tête. J'apprendrai plusieurs années plus tard, chez un revendeur sur gage qui avait le même motif au même endroit de la main et qui me fit passer par tous les tons de la tolérance et de l'amabilité, allant jusqu'à me forcer à romancer qu'un type qui avait ce tatou m'avait un jour aidé, avant de finalement m'avouer que c'était un tatouage qu'on se faisait faire en prison. Je remis ma caméra dans les mains de Tony, comme le pardon par anticipation du crime qu'il allait commettre. J'ai une curiosité morbide au fond de l'âme. Une curiosité qui voulait savoir s'il le ferait vraiment. Qui voulait savoir à quel point l'homme peut être sombre. Qui voulait savoir s'il volerait vraiment un pauvre type qui venait de se faire frapper en voiture. Nous sortîmes dans ce que j'appris plus tard être le Bronx. C'était surréel. C'était exactement comme dans un film, sauf que c'était la vie. Le métro aérien brondissant et vibrant de partout, ses rampes et ses colonnes en vieux fer dépeint, les barils de feu, le sol jonché de déchets, de verre, de faire-part, de vieux linge. Aussitôt sorti, j'entends un preacher de rue muni d'un haut-parleur clamer « We must free ourselves from the oppression of the white man ». Je n'avais pas envie d'être immolé sur place par les ouailles enflammées de ce prédicateur. Je remerciais le ciel d'avoir la tête de quelqu'un qui pouvait venir d'à peu près n'importe où. Au fil des ans, on m'a pris pour un arabe, un mulâtre, un grec, un italien, un russe et plusieurs autres. Mon manteau, salle des réparations de la veille, n'attirait pas trop l'attention lui non plus. Tony me mena vers un donut shop près de la ligne de métro aérien. Je lui payai un beigne et un café. Nous nous assîmes. Il me demanda de lui prêter de l'argent. Spectateur de ma propre débâcle, je lui filai un billet de 20$. Il prétendit devoir aller quelque part et me dit de surveiller l'avenue pour une voiture rouge qui devait nous emmener vers l'église. Paralysé de tristesse, je restai assis un moment avant de me ressaisir. Je sortis à la recherche de Tony, mais il était trop tard. Je tournai le premier coin, fixai la ruelle un instant. Je n'allais tout de même pas courir au hasard dans les rues du Bronx, dans l'espoir de mettre la main sur un type que je pouvais à peine identifier, que mon anglais boiteux de l'époque me permettait tout juste de décrire et qui connaissait sans doute les moindres recoins du quartier. Après un moment, comprenant finalement ce que ça impliquait de se faire voler, et faisant du même coup le deuil de mes possessions, je retournai vers la station de métro souterrain par laquelle nous étions venus. Je regardai le reçu que Tony le Towing m'avait remis. L'adresse de la fourrière y était inscrite. Je consultai la grande carte sur le mur, cherchai le Junction Boulevard. Au beau de Queens. Sortant dans le Queens à la station de métro que j'avais repérée sur la carte, j'étais loin de me douter que plus de 2 heures de marche m'attendaient encore.
Je ne savais pas que j'aurais aisément pu prendre un transfert vers le métro aérien et me rendre à destination en quelques minutes. De plus en plus vide, de plus en plus courbé, je marchais, portant le sac qui me restait. Je finis par arriver devant la grille de la fourrière où m'accueillit un chien qui paraissait vouloir me déchirer le visage. Après avoir scruté anxieusement la cour pendant un instant, j'aperçus ma voiture dans la pénombre parmi les autres épaves. Il devait être environ 22 heures. Je quittai les lieux et me mis à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Je ne voulais pas d'un motel, je n'avais aucune idée de combien me coûteraient les réparations sur la voiture, si elle était réparable, et je devais garder tout ce qui me restait d'argent pour cette éventualité. Je n'avais pas de carte de crédit à l'époque, et ça me semble très stupide aujourd'hui, mais je ne savais rien du fonctionnement des retraits par débit à l'étranger. Un peu plus loin, sur une rue parallèle, était une piscine publique, vide, dont les marches et l'entrée, un peu reculées, paraissaient tranquilles. Je me blottis sur la dernière marche, au coin de la grille et du muret, enveloppé dans mon manteau qui coupait à peine le vent, et tenté de me reposer. Un type passa qui m'offrit à fumer. Je refusai. Je ne savais rien de ce qu'il avait mis dans son joint, et la dernière chose dont j'avais besoin était de me réveiller avec encore moins dans les poches. Le type fuma son joint, puis s'en fut. Un peu plus tard, une patrouille passa. Me prenant pour un sans-abri, le policier me demanda « Are you okay? » Humilié de mon aventure, plus encore de la manière dont je m'étais fait voler, et n'ayant ni l'envie, ni l'énergie, ni le vocabulaire suffisant pour l'expliquer, je répondis que oui. Rongé par le froid humide, je décidai de partir vers un autre endroit où je pourrais au moins être à l'abri du vent. J'avais vu un immeuble désaffecté un peu plus bas sur le Junction Boulevard. J'y retournai. Je me faufilai dans les décombres jusqu'au 2e étage. Je plaçai un carton par terre et une feuille de contreplaqué en angle sur un mur pour me protéger un peu du froid. Par une fenêtre à 6 carreaux dont la plupart étaient brisés et ceux subsistant au moins craqués, je pouvais voir la lune, parfaite dans sa rondeur. En cet instant, c'est mon appareil photo que je regrettais le plus. Cette lune aurait fait une photo magnifique, et les clichés que j'avais pris durant la journée m'avaient semblé bien jolis. Je me réveillai, je crois. Dans une telle situation, on n'est jamais trop sûr si on a vraiment dormi ou seulement fermé les yeux quelques secondes. Je sortis des ruines très tôt. La fourrière n'était pas encore ouverte. Je redescendis le boulevard en quête de quelque chose à manger. J'étais transpercé par la faim. Je n'avais rien mangé depuis ce sale hot dog à la saucisse trop bouillie du Battery Park. Je m'arrêtai dans un donut shop et m'achetai 2 beignes. Je retournai vers une station de police que j'avais vue en chemin. Je questionnai l'agent réceptionniste à savoir s'il y avait un train qui partait de New York vers Montréal, au cas où ma voiture ne serait pas réparable. Elle n'avait jamais entendu parler d'un train, mais m'informa que la plupart des bus partaient de Port Authority. Je ne sais pas pourquoi un truc aussi simple que le bus ne m'était pas venu à l'esprit. Il est vrai que mes problèmes d'anxiété m'ont longtemps fait redouter les autobus. Le bus peut sortir de son chemin et vous emmener n'importe où, alors que le train ou le métro, eux, doivent suivre leur rail. Je ne le savais pas encore, mais Port Authority a une réputation au moins 6 fois plus infecte que mon dog de la veille. Vers les 8 heures, je me rendis à la fourrière. Un type au visage rugueux et aux cheveux châtains m'accueillit. Il avait l'air d'une version réelle de Rahan, forcé de travailler dans une fourrière et de porter des vêtements, après que sa quête de la tanière du soleil, munie d'un simple coutelas et d'un slip en peau de mammouth, eût échoué. Il en coûterait 400 $ US pour régler ma voiture et 125 $ pour les frais de remorquage. 400 $ canadiens, ceux-là, c'est le prix que j'avais payé la voiture à une amie. Je n'avais pas cet argent. J'avais tout juste de quoi payer les frais de remorque, mais il ne me resterait pas assez pour rentrer. Je plaidai pour qu'il garde ma voiture comme paiement pour la remorque. Les jantes en aluminium valaient au moins 75 $ à elles seules. Mais il ne voulait rien savoir. Tony le towing passa alors que, les larmes aux yeux, je racontais au gérant ce qui m'était arrivé la veille. « Fuck New York, hein? » fit-il. Résolu, je me mis à sortir ce qui me restait d'argent pour payer les 125 $. That's okay, I don't want your money. Le métro aérien vers Port Authority était bondé. Debout, chancelant, vert de fatigue, je me tenais tant bien que mal au soutien. Les gens me dévisageaient, ce qui m'a semblé assez exceptionnel pour un endroit comme NYC où tout le monde voit des milliers de visages chaque jour et ne peut pas manquer de devenir aveugle à ces visages. Les autres passagers se demandaient sans doute si j'allais leur vomir dessus. Après avoir ramassé quelques poignées de monnaie et autres trucs qui restaient dans ma voiture, j'avais marché 2 coins de rue vers la station de métro. J'avais regardé les escaliers.
Vaincu par le poids, j'avais foutu une paire de jeans, mes câbles à booster et mon kit de ratchet dans une poubelle. Mon petit change canadien ramassé dans le cendrier et les porte-gobelets aussi. Le billet de retour me coûta 87 US. Le trajet jusqu'à Montréal dura 8 heures. Dans un hommage au transport en commun québécois, je dois ajouter que celui de Montréal à Mascouche, qui fait moins de 40 km, dura 6 heures de plus. L'intérieur du bus Greyhound était congelé. J'étais puant et collant de sueur. Je n'avais répondu à aucune des questions existentielles que j'avais sur ma liste. Je rentrais à la maison, lessivé par mon premier voyage d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'aurais voulu m'enfermer dans ma chambre et y rester pour 3 ou 4 mois. Mais j'avais un contrat de travail dans Charlevoix la semaine qui s'en venait.